commence avec une introduction, une vidéo qui parle de l'éducation inclusive et de ce qui se passe dans une classe. Alors, plutôt concret, et ça nous donne la possibilité d'entrer avec des réflexions sur l'inclusion et l'éducation inclusive en groupe. Après, nous allons avoir un input, vous allez joindre un débat entre les collègues de Madagascar qui parlent de leurs expériences, de leur chemin à un système éducatif inclusif. Après, on se rejoint et on a la possibilité aussi de réfléchir sur ce que nous avons appris. On ne va pas faire une présentation. Il n'y a pas de PowerPoint, il n'y a pas de diapos, parce que nous avons pensé que c'est plus, qu'on bénéficie plus si on échange nos expériences. Vous trouvez dans le Padlet le lien qui est partagé dans le chat. Vous trouvez là des vidéos qui parlent de conception de l'éducation inclusive. Vous pouvez le regarder individuellement, mais maintenant, le temps que nous avons ensemble, nous aimerons utiliser pour profiter de nos expériences et de notre savoir. Voilà, ça c'est un peu le démarche de CETOROS. Moi, je suis Denis Hofer, je travaille avec CBM Suisse à Zurich, à Thalwil, en Suisse, et je suis conseiller du développement inclusif. Et merci beaucoup à Nadine et à Béatrice et au Récit pour cette opportunité de parler de l'éducation inclusive. Je donne la parole à Béatrice pour vite présenter le Récit, qui est l'organisateur de CETOROS, de ce webinaire. Et après, je crois qu'on plonge déjà dans la thématique. Thank you very much, Denis. Merci beaucoup, Denis, et bienvenue à tout le monde à notre webinaire à propos de l'éducation inclusive. Je suis très contente d'avoir organisé cette rencontre avec plusieurs participants. Je suis la directrice de Récit, c'est-à-dire un réseau suisse pour l'éducation et la coopération internationale. Nous sommes un réseau qui compte une trentaine de membres, notamment des organisations qui travaillent à l'échelle internationale, mais également des experts. Et il y a 3 ans, nous avons commencé à proposer ce format en ligne que nous appelons OROS. Nous sommes en train d'avoir un OROS en ce moment-là et nous avons également des espaces verts, c'est-à-dire des espaces, des réunions qu'on organise plusieurs fois pendant l'année pour parler des thèmes qui tiennent au cœur, en effet, de nos experts. Et les expertises, les informations qu'on peut obtenir à travers les OROS sont fondamentales pour renforcer l'apprentissage mutuel. Donc, nous sommes ici, nous sommes tous et toutes des experts en ce qui concerne les sujets que nous sommes en train d'aborder. Donc, même si vous avez des questions, même si vous avez plusieurs doutes peut-être et vous ne croyez pas être un expert, à vrai dire, pour nous, pour notre groupe, vous êtes un véritable expert parce que nous fournissez en effet toutes les questions essentielles pour mieux analyser les sujets d'intérêt. Donc, bienvenue encore une fois et maintenant, je vais repasser la parole à Denis pour démarrer notre discussion. Merci beaucoup, Béatrice. Oui, c'est juste pour vous donner un peu une idée d'où nous venons, nous, en tant que participants. Vous trouvez sur le Padlet aussi une carte
ici. Et là, si vous cliquez sur cette carte, vous voyez déjà ceux qui se sont inscrits. Ce ne sont pas tous, mais au moins ça nous donne un peu une idée d'où les participants viennent. Il y a des collègues de l'Afrique de l'Ouest, il y a des collègues de la RDC, comme nous avons aussi entendu il y a quelques minutes. Il y a des collègues de Madagascar, mais aussi de l'Afrique Nord, le Tunisie, l'Égypte. Bien évidemment, il y a des collègues des ONG suisses, des membres du Récit, surtout, et aussi du Nord-Macédonie et du Moldavie, d'Allemagne. Alors, vous voyez, il y a, c'est un groupe assez divers, des collègues qui travaillent en Suisse, en Europe, mais aussi en Afrique surtout. Alors, merci beaucoup pour votre participation. En plus, comme je vous ai déjà dit, vous trouvez sur Padlet, sur préparation, pre-reading, vous trouvez, si vous cliquez ici, vous trouvez des vidéos d'introduction à l'éducation inclusive en français et en anglais, aussi que le site web de l'UNICEF relatif à l'inclusion des enfants handicapés. Alors là, vous trouvez aussi des informations sur la conception et plus théorétique si vous voulez approfondir aussi vos connaissances. J'ai déjà parlé de l'agenda, vous le retrouvez ici. Et donc, je pense que je peux déjà commencer avec le vidéo de l'introduction. Je suis conscient que c'est un vidéo qui est fait par une personne qui vit au Canada. Il y a plusieurs vidéos sur l'éducation inclusive, mais je crois que c'est une vidéo qui donne une très très bonne impression sur ce que l'éducation inclusive est. Vous regardez le vidéo, après vous avez la possibilité de parler et d'échanger de votre pensée, de votre réflexion. Et j'aimerais partager avec vous une question que vous guide sur ces questions, sur cette discussion. Vous trouvez cette question dans le chat. Je vais vite le partager dans le chat, juste un instant, pour que tout le monde puisse s'orienter à ces questions-là. Voilà, un instant. Voilà, la question sera: quels sont les éléments clés qui contribuent à une éducation véritablement inclusive et comment est-ce que ces éléments clés contribuent à l'éducation inclusive? Alors, ça, c'est la question, ce sont les questions qui vous guident. Et je propose qu'on regarde ensemble la vidéo. En tant que Canadiens, nous avons la réputation de trouver et d'embrasser la force de notre diversité. Cette valeur ne se reflète toutefois pas dans nos salles de classe, qui continuent à séparer les élèves en fonction de leurs capacités, en particulier les élèves souffrant de troubles du développement. Il existe un décalage entre notre compréhension de ce qu'est l'éducation inclusive d'un point de vue philosophique et ce que nous comprenons, ainsi que l'importance de la compréhension de l'inclusion dans notre pratique. C'est la question à laquelle j'essaie de répondre dans mes recherches, à savoir comment nous pouvons trouver de la valeur dans la pratique quotidienne
moyenne de nos classes en termes d'éducation inclusive. Comment je vais vous expliquer cela? Je peux rester assise ici et essayer de décrire la situation où nous pouvons nous amuser un peu plus. Pourquoi ne pas aller jouer au bowling? Parlons donc du bowling. Vous avez 10 quilles, 2 boules et une piste. Le but est d'abattre autant de quilles que possible, mais si vous ne les abattez pas toutes, ce n'est pas grave car vous avez d'autres chances. Mais quand je joue au bowling et que je fais rouler la balle au milieu, je ne les fais pas toutes tomber. Ce qui m'arrive souvent, c'est qu'il ne reste plus que 2 quilles à chaque extrémité et qu'elles me regardent fixement. C'est le 7-10 split et c'est le tir le plus difficile au bowling. En quoi le bowling est-il comparable à l'enseignement? La boule est la leçon, les quilles sont les élèves. Nous visons le milieu, nous faisons de notre mieux. Les quilles qui restent debout, nous avons souvent notre chance de les atteindre. Et à la fin du compte, ces 2 quilles qui vous regardent fixement sont nos enfants qui ont le plus besoin de soutien et de défis. Nous finissons donc par en choisir l'un et l'autre reste en suspens. J'ai juste enlevé tout le plaisir du bowling. Je ne sais pas combien de fois vous avez regardé du bowling professionnel. Moi, j'ai passé un après-midi en entier à regarder du bowling professionnel et laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas un seul joueur qui fait rouler sa boule au milieu de la piste. Il lance la boule sur la piste en suivant une courbe et j'étais vraiment curieuse de savoir ce qu'il en était. J'ai donc appelé un joueur de bowling professionnel. Il était très enthousiaste. Il a expliqué que la raison pour laquelle la boule doit entrer dans une courbe est que vous ferez tomber plus de quilles et créer un effet domino plus important si vous entrez dans cet angle. Mais pour cela, vous devez changer votre objectif. Pour abattre le plus grand nombre de quilles d'un seul coup, il vise les quilles le plus difficiles à atteindre. Maintenant, laissons cette information de côté pendant quelques instants. On nous apprend à enseigner aux quilles de tête. On ne nous apprend pas à enseigner aux enfants qui sont les plus éloignés, les plus difficiles à atteindre, les enfants autistes, les enfants atteints de syndrome de Down. Ce qui est essentiel ici et qui correspond vraiment à la conception universelle de l'apprentissage, c'est que très souvent, les aides que nous concevons pour les enfants en difficulté sont en fait des aides dont tous les enfants ont besoin. C'est cette partie qu'il faut comprendre selon vous que l'éducation inclusive progresse au Canada. Comment retrouver cette valeur de la diversité dans nos salles de classe entre les élèves? Ce n'est pas seulement important pour les quilles extérieures, mais c'est essentiel pour chacun d'entre nous. Et pensez-y, il suffit de changer d'objectif. Regardez comment le bowling change l'éducation. Ok. Alors, vous avez suivi la vidéo. Il y a quelques éléments que Shelley Moore a mentionnés. Alors, s'il vous plaît, prenez une minute pour réfléchir individuellement sur ce qu'elle a dit, quels sont les éléments d'une éducation inclusive et pourquoi. Et quel est l'impact sur notre propre travail dans l'éducation. Vous avez une minute à une réflexion individuelle. Après, on va diviser les participants dans les groupes pour que vous puissiez parler en groupe et échanger votre réflexion. Merci. On a visité les groupes, on a suivi un peu les discussions et la question, c'était les éléments clés qui ont été mentionnés dans le vidéo, mais aussi les éléments clés que vous connaissez aussi. Alors, moi, j'ai noté surtout la sensibilisation, le changement de perception, comment éducation fonctionne. Et ça, c'est un challenge, un défi. J'ai entendu l'adaptation des curriculums, la formation des enseignants, l'infrastructure accessible, l'accessibilité, les outils d'éducation. J'ai aussi entendu le genre, l'intersectionnalité. Alors aussi là, il faut de la sensibilisation. Voilà. Et maintenant, j'aimerais laisser la parole à vous. J'aimerais prendre 2-3 réflexions de votre part. Peut-être Juste, Denis, je crois que tu as juste oublié, il fallait écrire dans le chat.
après. Oui. Voilà, juste ce point-là. OK. Oui, merci. Vous pouvez voilà, écrivez ces éléments dans le chat et comme ça, c'est visible pour tout le monde. Vous avez une collection des éléments clés pour l'éducation inclusive. Alors, écrivez-le dans le chat et en même temps, si quelqu'une veut dire quelque chose au plénum maintenant, c'est avec plaisir que je vous laisse la parole. Alors, levez votre main et partagez votre réflexion. Sinon, écrivez vos réflexions dans le chat. Oui, s'il te plaît, Mathilde. Pardon, j'arrive pas à lever la main dans le système, mais il y a eu quelques points qu'on a évoqués ensemble pendant la session parallèle que je trouvais intéressant. On a parlé beaucoup d'accompagnement psychosocial, d'accompagnement psychologique. On a parlé d'outils aussi à proposer, notamment des outils technologiques à mettre à disposition. Et puis, également l'importance d'un cadre réglementaire, en fait, des droits, tout simplement, pour permettre la mise en œuvre ensuite sur le terrain. En dehors des points que vous avez évoqués, je voulais juste préciser ces deux, trois. Merci. Est-ce qu'il y a des spécialistes dans le domaine d'accompagnement psychologique dans le groupe? Alors oui, il y avait une personne dans notre groupe, mais je vois qu'il s'est absenté, alors je ne veux pas parler à sa place. D'accord. Okay. Parce que ce qui est aussi intéressant dans ce OVOS et avec cette méthodologie que vous connectez entre vous aussi et que vous pouvez aussi, même après le webinaire, prendre contact et échanger des outils, échanger des questions. D'autres remarques, d'autres réflexions, d'autres éléments que vous avez discutés? Je peux? Oui, s'il te plaît, Noro. Oui, dans notre discussion aussi, c'était vraiment sur la formation des enseignants. Est-ce que c'est les formations des enseignants? Est-ce qu'on forme les enseignants dans le cadre en formation professionnelle, c'est-à-dire dans les centres de formation des enseignants de l'éducation, qu'on fait la formation des enseignants? Comment? Et aussi, est-ce que ce sont les enseignants qui sont dans les écoles qui en conforment? Donc, c'est conforme tout de suite sur l'éducation inclusive. Donc, c'est ça aussi la question. Et comment donc va se faire cette formation des enseignants? Est-ce qu'on attend la formation professionnelle que l'État institutionnalise dans les centres de formation pour faire l'éducation inclusive, ou bien avoir seulement des modules pour former directement les enseignants qui sont déjà dans les classes, qui sont dans les classes et qui ont des enfants en déficience intellectuelle ou bien à besoins spécifiques. Donc, c'est aussi cette réflexion, je pense que il faut vraiment que c'est très important. Est-ce que tu as j'ai entendu une question. Est-ce que tu as une réponse? Est-ce que tu as une réponse déjà? Oui, et puis c'est que moi j'ai partagé ce que nous faisons donc au niveau de Madagascar avec le ministère de l'Éducation. Au fait, avec le ministère de l'Éducation a déjà donc élaboré ce qu'on appelle les modules sur l'éducation inclusive. Et ces modules sur l'éducation inclusive, maintenant, ils sont dans les centres de formation, dans les centres d'instituts. Nous, ici, on appelle ce qu'on appelle l'Institut national de formation pédagogique.
Donc, on commence déjà à faire ça au niveau de l'INFP. Mais on ne peut pas attendre que ces enseignants sortent de cet institut pour que vraiment l'éducation inclusive commence. Donc, ce qui fait que nous, on fait ce qu'on appelle la formation sur le tas, je dirais, ou bien la formation continue. Donc, les enseignants, dans le cadre du projet, par exemple, les enseignants dans les écoles les enseignants qui ont déjà des enfants en situation de handicap, donc on forme ces enseignants-là avec les modules qui sont vraiment sortis par le ministère de l'Éducation. Voilà. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Moi, j'ai compris que vous utilisez les modules dans le curriculum de la formation des enseignants dans Oui. l'Institut national, mais en même temps avec les enseignants déjà dans les écoles. Sur le terrain. Sur terrain. C'est ça. J'ai vu que Karen, tu as une question, s'il te plaît. Non, pas une question. J'aimerais rajouter quelque chose. Je ne suis pas spécialiste pour l'inclusion, mais ça me fait réfléchir toujours si on parle seulement de la formation des professeurs, parce que si on a une classe avec un ou plusieurs enfants qui ont, ça ne doit même pas être des enfants handicapés, mais des struggling learners, je ne sais pas comment dire ça en français. C'est très lourd pour l'enseignant, surtout dans les contextes où il y a des grandes classes de 30, 40 ou plus enfants. Et c'est ce que j'ai vu, par exemple, au Liban, c'est qu'on a essayé d'inclure aussi des assistants aux enseignants pour s'occuper aussi de plus des enfants. Ça coûte. Pas tous les systèmes peuvent se permettre de faire des choses comme ça, mais il faut toujours aussi faire attention à ce qu'on attend des enseignants. C'est tout. Peut-être une remarque aussi en termes de conception de l'éducation inclusive, et c'est ce que l'UNICEF dit que l'éducation inclusive, c'est un processus. Et le processus dépend du contexte pays. Et il est évident que d'un pays à l'autre, il y a des différentes challenges. Par contre, ce que nous avons vu dans le vidéo, et c'est comment moi je l'interprète, ce que Shelley Moore veut dire, que si l'approche de cibler les deux fins à l'un ou l'autre côté, ça c'est différent si on approche seulement la majorité ou le milieu. Et ça c'est quelque chose qui commence, et ça c'est quelque chose à commencer, et de s'approcher ou de cibler dans la classe les enfants qui ont besoin un peu plus de support, ça aide aussi aux autres enfants. Et je crois que ça c'est un point de vue un peu différent, parce que si on cible ou si on utilise des méthodes qui supportent tous les enfants, ça aide aussi et ça soulage aussi dans la classe avec les autres enfants. Mais bien sûr, les challenges dans des grandes classes, c'est immense, ça c'est évident. Peut-être un dernier commentaire sur les éléments. Oui, s'il te plaît, Denis. J'ai levé ma main, mais tu n'as pas vu, certainement. C'est ça que Oui. Donc, juste, j'aimerais rebondir un tout petit peu sur ce que
ce qu'on s'est dit tout à l'heure, quand on parle de grande classe, en fait, c'est vraiment relatif. Parce que chez vous, les grandes classes, c'est entre 30 et 40. Mais ici, les classes normales, c'est entre 50 et 90. Donc ça, ce sont les classes normales. Quand on parle de grande classe, ça va au-delà de 100. Donc c'est cela. Les classes normales, ici, c'est 50 à 90. Donc, si déjà un seul enseignant s'occupe de 50 élèves, de 70 élèves, qui, dans certains, ont des grandes difficultés d'apprentissage, comme l'a dit Karen tout à l'heure, c'est déjà très difficile. Et là, on leur donne des enfants handicapés également dans leur classe, et ça, c'est déjà difficile. Moi, je le dis toujours, avant de parler d'éducation inclusive de qualité, il faut d'abord parler d'éducation de qualité. Donc, il faut assurer que l'éducation en elle-même, que les écoles dispensent soit de qualité, et après, on s'assure que ce soit inclusif. Quand on parle des éléments, maintenant, les spécificités des pays, également comme Madagascar, certainement comme les autres collègues ici, c'est que les écoles sont très loin, se trouvent très loin des zones d'habitation de la population. Donc, les enfants doivent marcher sur plusieurs kilomètres avant d'arriver à l'école. Ça, c'est déjà difficile. Donc, imaginez un peu des enfants handicapés qui doivent parcourir cette distance-là. Donc, un des premiers éléments, c'est vraiment la disponibilité de l'école qui doit être proche des lieux d'habitation. Ça, c'est un des éléments. Deuxième élément, c'est l'accessibilité. Parce qu'on parle d'éducation inclusive, mais si l'école, les infrastructures ne sont pas accessibles à ces enfants handicapés, donc c'est difficile également. Le troisième élément, évidemment, c'est le coût. Si c'est très cher, si ce n'est pas abordable pour la famille, ce sera difficile également. Et c'est ce qu'on rencontre, on rencontre ce genre de problème ici à Madagascar. Ce qu'on essaie de mettre en place, c'est vraiment d'adopter ce Twin Child Approach. Donc, d'un côté, s'assurer que les services soient vraiment accessibles aux enfants handicapés, mais d'un autre côté, il faut également s'assurer que les familles des enfants handicapés puissent vraiment avoir les moyens d'envoyer leurs enfants dans les écoles. Parce que dans les pays comme Madagascar, la grande majorité des enfants handicapés viennent de familles très, très pauvres. Il y a un lien très fort entre le handicap et la pauvreté dans des pays comme Madagascar. Donc, si nous voulons vraiment assurer une éducation inclusive de qualité, il faut regarder ces deux aspects-là. Donc, c'est juste ces petits points que je voulais rajouter. Merci, Denis. Merci beaucoup pour cette précision. Alors, donc, je propose qu'on prend 1 minute de pause. Merci à tout le monde. Merci de revenir dans le plénum. Alors, on continue avec un débat, un entretien avec les invités de Madagascar. Et nous prenons 20 minutes de temps pour ce débat. On s'entretient. Les autres, s'il vous plaît, vous éteindez vos caméras et vous prenez des notes individuelles sur des points étonnants, peut-être aussi des questions ou bien des challenges. Et nous, on va laisser ouvert nos caméras et on va discuter sur la thématique de l'éducation inclusive.
Puis-je demander les collègues de Madagascar d'ouvrir votre caméra et de joindre, voilà, la discussion. Peut-être vous pouvez dire un mot, juste votre nom et votre position et l'organisation que vous travaillez, que tout le monde est au courant qui vous êtes. Je vois qu'il y a toujours un collègue qui nous manque. Voilà, il y a Laura. Nous sommes complets. Oui. OK. Nous sommes tous. Oui. Merci. Oui, il manque le représentant du ministère, en fait. D'accord. Oui, donc, bonjour à tous, bonsoir pour certains. Je suis Sachi Ramarson, directeur pays de CPM Global à Madagascar. Je suis en compagnie de ma collègue et de mes collègues à Madagascar. Oui, Martial. Manana Martial, de la plateforme des fédérations des personnes handicapées de Madagascar. Je suis le président de cette organisation. L'organisation est composée surtout de tous les types de handicap, des fédérations de tout type de handicap Madagascar. Oui. Je continue. Généralement. Martial, pardon. Donc, juste, oui, Noro, s'il te plaît. Oui, donc je suis Nourou, donc je suis chef de projet de l'éducation inclusive avec l'Église reformée FM, formée protestante à Madagascar. Je suis le chef de projet. Et je travaille donc avec les collègues de CBM qui est en appui à ce projet-là, techniquement et financièrement. Donc, à mon tour, je suis Louva. Je tiens le rôle de programme officer au sein de cette équipe. Merci. OK, merci beaucoup. Quelque chose que j'ai vu dans la discussion maintenant en groupe, c'est que on a parlé de changement de perception, des challenges, et qu'il est important aussi que la sensibilisation est importante. Moi, j'aimerais savoir, Martial, dans le cas de Madagascar, ou ma réflexion dans ce cas de Madagascar, c'est que la plateforme a quand même pris un rôle dans la sensibilisation en général. Est-ce que c'est ça, n'est-ce pas? Et comment est-ce que c'était pour toi dans le contexte du projet? Si on parle de la sensibilisation, parce que moi, je pense que c'est très, très important, cette sensibilisation. Et je vois que les OPH, les organisations des personnes handicapées, sont très importants dans ce contexte de sensibilisation. Est-ce que tu peux partager ton expérience dans ce sens-là? Ton micro est fermé. Oui, je m'excuse. Notre rôle est de sensibiliser normalement tous les gens, à commencer par les dirigeants, l'État malgache, et on sensibilise aussi le public. Cette sensibilisation est insuffisante dans la plupart des cas, faute de moyens, et aussi qui exige beaucoup d'efforts en matière d'équipement. Nous avons commencé par sensibiliser le texte relatif aux droits des personnes handicapées
existants dans notre pays. Et notre problème, c'est que nous agissons donc toujours dans le cadre des projets. Nous attendons toujours l'appui technique des partenaires techniques et financiers. Et jusqu'à présent, notre organisation ne peut pas travailler seulement sans les appuis et les aides des autres. Donc, même nous, lorsque nous faisons donc de la sensibilisation, que ce soit la forme de cette sensibilisation, il nous faut toujours des moyens et équipements et appuis. De même pour en matière de communication, sur la communication, il y a toujours des lacunes. Nous n'avons pas encore des moyens pour aller dans tous les médias pour cette question de sensibilisation. Et aussi, les organisations, les OPS, Organisations des personnes handicapées à Madagascar, dans la plupart des cas, ce sont composés des personnes, nous sommes pauvres, généralement les personnes handicapées. Donc, il nous faut toujours des collaborations avec toutes les personnes qui veulent désirer travailler donc, avec nous. Donc, la sensibilisation reste donc très, très, très faible dans la pratique. Il nous faut un grand effort pour faire cette sensibilisation, mais quand même, nous avons essayé donc de faire le nécessaire, mais comme je viens de dire tout à l'heure, toujours dans le cadre des projets en collaboration avec les partenaires techniques et financiers, avec les partenaires techniques et financiers existants ici à Madagascar. Donc, des efforts restent à faire en matière de sensibilisation. Mais quand même, nous avons fait des plaidoyers au niveau de certaines localités, au niveau de certaines communes, au niveau de certaines entités. Une démarche de plaidoyer est déjà entamée, mais pas suffisant. C'est ça en général. Est-ce que je peux rebondir là-dessus, Denis? Oui, donc je rebondirai. C'est ouvert. À... Oui, voilà. Donc, je reviens un peu sur la sensibilisation. C'est vraiment très important, la sensibilisation. Si on veut avoir ce changement de comportement de la communauté vis-à-vis des enfants handicapés, parce que les enfants handicapés font toujours l'objet de stigmatisation, discrimination ici, par exemple ici à Madagascar. Et c'est un sujet, on va dire, tabou. La plupart des familles cachent leurs enfants handicapés. Ça, c'est déjà un problème parce que c'est difficile pour eux, par rapport à leur communauté, à la société, d'accepter qu'ils ont un enfant handicapé ou des enfants handicapés chez eux, parce qu'ils seront marginalisés. Et dans certains cas même, les enfants handicapés sont en danger, même pour leur vie. Donc, c'est pour cela que les parents cachent leurs enfants. Donc, il faut cette sensibilisation-là, cette très, très forte sensibilisation pour avoir ce changement de comportement. Après, quand on a parlé tout à l'heure de la thématique, c'est vraiment la transformation d'une éducation spécialisée vers l'éducation inclusive. Ça aussi, il faut une grande sensibilisation. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Madagascar a une expérience, on va dire, de presque 100 ans en éducation des enfants handicapés. L'Église luthérienne, ici à Madagascar, a initié l'éducation des enfants aveugles en 1924. Donc, ils ont créé un centre spécialisé pour les enfants aveugles en 1924 au centre de Madagascar. Après, ils ont créé des centres pour l'éducation des enfants sourds
Donc, ce sont ces deux types de handicap pour l'éducation, l'Église luthérienne. Et pendant presque 80 ans, ils ont été formés à cela. Donc, tous les enfants handicapés vont dans des centres spécialisés. C'est seulement au début de l'année 2000 qu'on a commencé à initier la politique de l'éducation inclusive. Donc, on l'a mis dans la tête des gens que maintenant, il ne faut plus envoyer les enfants handicapés dans des centres spécialisés, mais vraiment les mettre dans des écoles inclusives. Donc, ce changement de mentalité également, ça demande beaucoup de sensibilisation et beaucoup d'efforts également, et les moyens qui vont avec, évidemment. Je peux rebondir aussi sur ce point de sensibilisation qui est souvent très importante dans le cadre de la mise en œuvre de cette éducation inclusive, étant donné que nous, dans le cadre du projet Mahaï, éducation inclusive à Madagascar, on travaille sur le terrain. Et ce que nous remarquons aussi, c'est pas seulement les parents qui ont des enfants handicapés ou en situation de handicap qu'il faut sensibiliser, mais aussi les parents qui n'ont pas des enfants qui sont dans les écoles. Parce que si on inclut les enfants handicapés dans les écoles où il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas handicapés, donc il y a des réticences aussi des parents de ces enfants-là. Ce qui fait qu'au début, quand on était sur le terrain, quand on avait vraiment discuté avec les communes, avec les enseignants, les CISCO, enfin les églises, la réticence des églises, la réticence des CISCO, c'est-à-dire les circonscriptions scolaires à Madagascar, c'est vraiment, il y aura les parents qui n'ont pas des enfants handicapés vont pas être contents que l'école accueille des enfants handicapés. Parce que pour ces parents-là, ça va créer des problèmes pour leurs enfants. Donc ça aussi, c'est une grande sensibilisation dans le cadre de la mise en œuvre de l'éducation inclusive qu'il faut vraiment qu'on tienne compte. Et aussi, l'autre point aussi, c'est vraiment la sensibilisation même des acteurs. Les acteurs dans le cadre de l'éducation, pas seulement les parents, mais aussi les directeurs d'école, les enseignants, tous les acteurs au niveau des écoles, que vraiment ils sachent vraiment l'importance justement de l'inclusion de ces enfants-là. Parce que ce qu'on avait toujours enseigné aux enseignants, c'est vraiment éduquer, mais pas le droit à l'éducation. Donc, et ça, c'est un changement de mentalité que nous avons vraiment essayé vraiment de renforcer et de dire aux enseignants que c'est vraiment les enfants ont tous le droit à l'éducation. Donc ça, c'est aussi un point très important. Et un point donc que je voudrais aussi attirer l'attention des collègues des autres pays quand on fait l'éducation inclusive, c'est vraiment l'acceptance des parents que leur enfant a un handicap, par exemple. Parce que c'est là aussi au niveau des écoles, hein, quand on a des enfants qui ont des déficiences intellectuelles, qui ont des déficiences, par exemple, les parents ne savent pas que leurs enfants ont un handicap. Donc, ça aussi, c'est vraiment l'acceptance des parents, c'est-à-dire que les parents doivent accepter aussi qu'il y a un problème aussi chez leurs enfants. Parce que le problème, c'est qu'ils accusent toujours les écoles, que c'est à cause des écoles que leurs enfants n'apprennent pas, alors que l'enfant a une déficience intellectuelle, par exemple. Donc ça, et aussi, enfin, c'est vraiment l'engagement. Et pour nous, quand on avait fait cet projet éducation inclusive, comme tu avais dit tout à l'heure, Denis, c'est un processus. C'est pas quelque chose de méthodologie, voilà ce qu'il faut faire, mais c'est vraiment un processus parce qu'il y a tout le volet sensibilisation, formation et tout ça, il y a tout un processus. Et nous, ce que nous avons vu vraiment, c'est l'engagement de tous les acteurs. Parce que dans l'éducation inclusive, il ne faut pas seulement l'acteur au niveau du ministère de l'Éducation, mais il y a aussi le ministère de la Santé, les autres ministères, la nutrition, parce qu'il y a tout ce volet-là qui doit vraiment travailler en synergie
dans le cadre de l'éducation inclusive. Et ça, vraiment, c'est aussi important. Et nous, par exemple, même si on travaille dans le cadre des églises reformées, c'est pas qu'on est des églises reformées qu'on ne va pas travailler avec le ministère de l'Éducation ou les autres acteurs sur le terrain, mais on travaille au niveau donc de tous les services, les centres de santé publics, les centres de santé privés. Donc, c'est vraiment toute la motivation et l'engagement de tout un chacun si on veut que l'éducation inclusive donc réussisse dans nos pays. Voilà. Toujours sur cette question des sensibilisations, je veux parler un peu sur Madagascar. Il y a les écoles publiques et il y a les écoles privées. Les écoles publiques sont plus sensibilisées que les écoles privées. Ça, grâce à la politique de l'État quand même, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, qu'il y a un peu de sensibilisation pour les écoles publiques. Mais pour les écoles privées, il y a moins de sensibilisation. Également, géographiquement parlant, les zones urbaines sont plus sensibilisées que le monde rural. Les zones, surtout les zones enclavées, il y a également moins de sensibilisation en matière de cette éducation inclusive. Il faut tenir compte de cet élément. Merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin de ce petit débat. J'ai entendu qu'il y a un élément qui était très important, c'est d'abord le ministère qui a supporté ce changement, l'adaptation de la loi, aussi la législation qui était mentionnée déjà avant, et le support du ministère, les différents acteurs, mais pas seulement le ministère de l'Éducation, mais aussi le ministère de Santé et d'autres acteurs. J'ai entendu aussi l'importance, je me souviens que vous travaillez avec des APE, des associations des parents d'école, que la sensibilisation des parents est importante, mais non seulement des parents avec un enfant handicapé, mais aussi des parents des autres enfants. La distribution des fonds, les différences régionaux dans un pays qui sont aussi importants. Un dernier mot, après on revient tout le monde dans le plénum. Quelqu'une? Oui, merci Denis. Juste pour appuyer ce que tu viens de dire là, ce qu'on vient de dire là, c'est que effectivement le gouvernement a déjà considéré cette éducation inclusive comme faisant partie intégrante de sa politique en matière d'éducation. Donc, c'est un peu grâce aussi à notre travail en collaboration avec la plateforme des personnes handicapées, avec l'église FGKM et tous les partenaires de CBM à Madagascar. Donc, on a collaboré ensemble. On a appuyé le ministère dans la mise en place de ce qu'on appelle la plateforme de l'éducation inclusive. Donc, ça a été mis en place en 2008 et ça a été revitalisé en 2015. C'est toujours en place. C'est grâce à la présence, l'existence de cette plateforme qu'on a pu intégrer dans le plan sectoriel éducation, qui est le plan pour le ministère de l'Éducation nationale, un volet éducation inclusive. Donc, on a quand même bien avancé là-dedans. Grâce à cette plateforme de l'éducation inclusive également, on a pu adapter les textes. Par exemple, on a pu faire un décret par le ministère, un décret relatif vraiment à la politique de l'éducation inclusive au Madagascar. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important également qu'on a réalisé au sein de cette plateforme grâce à l'appui et au partenariat
fructueux avec la plateforme des fédérations des personnes handicapées, l'Église FGK, mais tous nos partenaires ici à Madagascar. Cette plateforme est composée de presque tous les acteurs en matière d'éducation inclusive ici à Madagascar. Donc, CBM, évidemment. Il y a également HACHI, Humanité et Inclusion. Il y a également le ministère de l'Éducation nationale. Il y a UNICEF. Il y a d'autres organisations également. Il y a des organisations de personnes handicapées au sein de cette plateforme-là. Donc, c'est grâce à ça qu'on a quand même pu avancer, avoir des avancées assez significatives en matière de politique d'éducation inclusive ici à Madagascar. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux participants à ce débat, participantes. J'aimerais inviter aussi les autres collègues qui ont pris des notes individuelles maintenant, ceux qui veulent pour rouvrir leur caméra. Nous sommes maintenant en plénum, on revient au plénum. Vous avez maintenant la possibilité de revenir dans les groupes, dans des sessions parallèles, dans des groupes de discussion pour discuter si vous avez des questions, pour clarifier les questions entre vous. Et je vous demande dans chaque groupe de noter 1 à 3 points étonnants, quelque chose que vous avez entendu pendant le débat et oui, que vous pensez qu'il vaut la peine de le retenir. Alors, vous allez dans des groupes de discussion, des sessions parallèles. D'abord, vous clarifiez vos questions que vous avez et deuxième point, vous écrivez 1 à 3 points étonnants que vous retenez de ce débat. Welcome back, everyone. Le point de RICOS par rapport du success rate. Again, le système d'évaluation. Le système d'évaluation des années, du siècle 19e. Welcome everyone. Welcome back. Bienvenue. N'oubliez pas de mettre l'interprétation de nouveau. Please remember to put the interpretation again. N'oubliez pas de redémarrer l'interprétation. Je crois que tout le monde est là, Denis. OK. Merci. J'espère que vous avez des bonnes réflexions. Et j'aimerais laisser la parole à l'un ou l'autre pour, juste partager peut-être dans 2 mots ce que vous avez discuté. Peut-être un ou une personne que nous n'avons pas encore entendu parler, qui veut partager l'expérience de la réflexion. En fait, ma page vidéo ne fonctionne pas, donc je vais parler, comme ça vous m'écoutez, c'est mieux. En fait, nous, on a échangé un peu pour qu'il y ait vraiment une inclusion dans l'éducation. On s'est dit qu'il faut aussi revoir le cahier des charges des enseignants. Il faut une formation de qualité, une formation spécifique surtout, pour répondre aux besoins de ces enfants-là. Et que le système doit vraiment être, comment dirais-je, l'État doit avoir un regard sur la formation pour qu'il y ait une enveloppe conséquente pour pouvoir, comment dirais-je, répondre à un temps soit peu aux demandes des structures, et qu'il faut qu'il y ait aussi des psychologues éducatifs
parce que déjà, ayant cette formation spécifique, ils peuvent bien répondre aux besoins de tous les enfants et non pas recruter ou bien prendre les enseignants qui sont là que pour une ambition particulière, de penser aux problèmes spécifiques de ces enfants pour pouvoir avoir exécuté bien surtout les programmes et ne pas marginaliser aussi les enfants. Donc, il faut aussi les psychologues scolaires dans toutes les écoles. Et il faut qu'il y ait aussi un cadre idéal, c'est-à-dire faire une étude pour pouvoir identifier les besoins de chaque enfant et y répondre en incluant, en ne pas exclure, hein, ne pas créer une discrimination entre ces enfants-là. Donc, c'est en quelque sorte ce qu'on s'était échangé dans le groupe. Je parle comme ça au contrôle de groupe. Si d'autres ont quelque chose à ajouter, c'est l'expérience que j'ai vécue dans le groupe. Merci. Merci beaucoup, Théodore. Merci, Denis. Je vous propose maintenant sur le Padlet, vous trouvez le lien dans le chat, que vous ouvrez le lien, ce lien dans le chat. Vous suivez ce lien. Et là, vous trouvez 3 questions. Alors, quelle est la leçon la plus précieuse que je retirerai de ce webinaire? En général, qu'est-ce que je retiens? La deuxième question, de quelle manière les idées influenceront mon travail à futur? Alors, quel est concrètement ce que je peux changer à l'avenir? Et la troisième question, c'est, OK, ça c'est vraiment quelque chose que je vais laisser ici à ce webinaire. C'est quelque chose qui ne me plaît pas. Je le jette dans la poubelle. Alors, vous avez ces trois questions. Vous trouvez un petit croix, un plus en bas, et vous pouvez là ajouter votre commentaire. Et je vous demande d'écrire des réponses à ces 3 questions. Et comme ça, on a une collection collective des points que nous retenons de ce webinaire. Voilà, il y a déjà quelqu'un ou quelqu'une qui a commencé. Vous pouvez même like ou dislike des réponses. Voilà, là, vous voyez Nadine. Voilà, like. S'il y a une réponse que vous aimez, vous pouvez le marquer like. Alors, vous avez 6 minutes pour voilà, écrire vos réponses sur ce Padlet qui nous sert après en tant que collection de réflexion.
Est-ce que c'est tout le monde, c'est clair pour tout le monde comment vous pouvez ajouter des commentaires en cliquant sur la croix là ou sur les trois croix. Merci Nadine. Il y a déjà pas mal de conclusions. Jusqu'à présent, personne n'a ajouté quelque chose à laisser ici, à jeter dans la poubelle. C'est bon. OK. Je crois que il y a plusieurs éléments que nous avons touchés autour des ressources, autour des ressources et les classes, les enfants, le nombre des enfants dans une classe. Il y a le processus qui est mentionné et que ce ne sont pas seulement les moyens financiers, mais c'est un processus, c'est la sensibilisation, les parents qui jouent un rôle important. Et voilà que le système ségrégatif est plutôt quelque chose qui est en général dans notre société et qu'il faut un changement d'attitude. Il y a une personne qui se demande si l'éducation inclusive est possible. Oui. Moi, je suis sûr que c'est possible. Il y a différents exemples. Maintenant, la question, c'est peut-être plutôt où nous sommes sur ce chemin. Des ressources. Oui, il y en a des ressources. Je propose que vous gardez le lien de ce Padlet et pas le lien du Padlet de la conclusion, mais le Padlet que nous avons partagé au début du webinaire, et je le repartage maintenant tout de suite dans le chat. Et là, vous trouvez tous les vidéos, les ressources de préparation et aussi le Padlet de conclusion. Et je vais ajouter des ressources que je connais. Et vous pouvez aussi partager vos ressources. Vous pouvez même ajouter quelque chose dans ce Padlet si vous pensez que c'est intéressant à tout le groupe. Est-ce que ça vous arrange avec le Padlet et qu'on va mettre des ressources sur ce Padlet? OK. Donc, je vois qu'il y a toujours des commentaires.
Je laisse encore 30 secondes. Et je laisse la parole à Béatrice, je crois, ou Nadine, pour la fin. Je le laisse au récit de clôturer la session. Thank you very much, Denis, for Merci organizing. beaucoup, Jenny, pour avoir organisé ce webinaire qui a été extrêmement intéressant et qui a été axé sur un sujet pour moi personnellement très inspirant, très intéressant. Pour la première fois, nous avons spécifiquement parlé de l'éducation inclusive et il s'agit de quelque chose que nous désirons continuer à faire dans l'avenir, car il s'agit donc d'un aspect, d'un sujet extrêmement intéressant, notamment pour l'objectif de développement durable numéro 4, donc de ne laisser personne de côté. Donc, nous devons nous concentrer également sur d'autres zones ou domaines thématiques. Donc, l'éducation dans les situations d'urgence, en cas d'urgence. Nous avons également un autre volet à propos donc, de la qualité de l'enseignement pour tout le monde, pour donc mettre en œuvre cette éducation pour tout le monde. Et nous sommes en train de démarrer également un nouveau domaine, un nouveau volet. Donc, je dois vous dire en effet que j'ai été vraiment inspirée pendant ce webinaire grâce donc au support, aux connexions que j'ai pu voir pour réellement changer l'éducation, l'apprentissage pour les jeunes, pour les enfants, pour ne laisser personne de côté. Et d'après moi, ce que j'ai pu donc comprendre pendant les discussions est que des fois, on a des difficultés à définir un enfant comme en état de handicap, en situation de handicap. Bien évidemment, on a des définitions scientifiques pour le handicap, mais nous devons quand même mettre en place des approches différentes. Et cela me fait poser une autre question. Est-ce qu'un enfant peut avoir des difficultés avec une langue à cause d'un contexte de migration, par exemple, et ce n'est pas donc forcément lié à une situation de handicap. Donc, on doit juste changer de mentalité, changer notre approche, comme on devrait le faire quand on rentre dans une classe. Et de cette façon, on pourrait aller au-delà de la définition, même scientifique, en effet, du handicap. Donc, l'éducation cherche vraiment à renverser complètement notre mentalité, notre façon de penser. Nous devons nous concentrer sur les besoins des enfants, de tous les enfants. Chaque enfant a des besoins spécifiques qui peuvent émerger au sein d'une classe ou alors dans la vie quotidienne. Et nous devons chercher donc à faire en sorte qu'il se crée un bon équilibre au sein de la classe pour répondre aux besoins de tout le monde. On doit juste accepter en effet le fait que les enfants peuvent avoir des développements de compétences qui se déroulent plus ou moins à vitesse. Ça, c'est normal, donc au-delà de la situation de handicap. Donc, j'espère qu'on aura encore une fois la possibilité d'analyser encore plus dans le détail, en effet, ce thème et d'approfondir encore plus, en effet, notre conversation. Une conversation qui est très complexe, très difficile, car cela nous oblige à changer de mentalité, à changer d'approche dans notre vie quotidienne également. Nous devons comprendre comment supporter, soutenir, en effet, les enseignants, les écoles, les professionnels qui travaillent dans les écoles et les familles, bien évidemment. Tout cela pour démarrer donc un système d'éducation inclusive le plus fiable possible. Donc, je vous remercie encore une fois pour votre participation. Je vous rappelle en effet que nous avons enregistré notre webinaire et que nous allons le partager avec vous toutes et avec vous tous. Et nous vous demandons également de nous envoyer votre retour d'information à propos donc, du webinaire. Si vous avez des commentaires, des recommandations, des critiques, tout est bien accepté.
Et Nadine, maintenant, va vous envoyer dans le chat les liens, en effet, que vous pouvez utiliser pour vous inscrire également à notre bulletin d'information, à notre lettre d'information et pour rester toujours informé à propos de nos activités. Merci encore une fois de votre participation, de votre attention et un grand merci aux experts du Madagascar. Cela a été très intéressant en effet de pouvoir partager ce petit voyage, cette petite partie de notre voyage avec vous toutes et vous tous et je vous souhaite bonne chance pour l'avenir et merci, bonne soirée.